En 1981, à Reno, dans le Nevada, Kenny Wells explique son travail dans les mines à sa petite amie Kay. Utilisant son sac à main comme métaphore, il décrit la recherche de minéraux tels que le nickel, l'argent et l'or. À la fin, il lui offre une montre en or, créant ainsi un moment d'émotion. Alors que Kenny et Kay s'embrassent, il est appelé à voir Pop, le vieil homme du bureau. Pop lui montre les résultats des forages de Néomont, dans lesquels on a trouvé beaucoup de magnétite. Il exhorte Kenny à revisiter Persian Country et à forer plus profondément, jusqu'à 140, pour faire revivre Relief Canyon. Kenny mentionne le Jerry Canyon et Hancock le traite de bébé, l'invitant à l'escalader. Kenny accepte. Hancock déclare que Coleman est d'accord et que l'équipe le soutient. Kenny attend dans le bureau de Clive Coleman, mais il est accueilli par Monsieur Lloyd et Henry Andrew, deux collègues de Coleman. Lloyd et Henry Andrew, qui disent que Coleman est attaché. Bien que Kenny insiste sur le fait qu'il doit rencontrer Coleman, les deux hommes l'incitent à se présenter. Kenny propose des propriétés prometteuses dont le coût d'acquisition est faible et la marge bénéficiaire élevée, affirmant qu'elles pourraient être rentables en 12 à 18 mois. Interrogé sur le Manitoba, il explique qu'ils ont obtenu une option de 90 jours sur une concession soufflée dont la géologie est prometteuse. Cependant, Lloyd et Henry rejettent l'offre, déclarant que WO n'a pas de valeur réelle ou d'actifs et qu'ils ne souscriront pas à des terrains bruts. Kenny, frustré, quitte leur bureau, contrarié. Il n'arrive pas à croire le rêve qu'il a fait à propos de cette société minière. Kenny raconte un article de journal sur la vente de WO Mining, en essayant d'expliquer son potentiel. Il se souvient qu'il a failli perdre la maison au profit de Kay. Alors qu'il dort sur le canapé, Kay s'assoit à côté de lui, Fumé le prend dans ses bras. Puis il parle d'un rêve. La scène se déplace en Indonésie, montrant des mineurs dans la jungle. Kenny explique qu'il a visité l'Indonésie 5 ou 6 ans plus tôt, lorsqu'il avait encore de l'argent et que le pays était en plein essor. À l'époque, si quelqu'un voulait forer, Mike Austa était l'homme qui savait où creuser. Kenny décrit Mike comme un « Rivé Walker », un véritable géologue de terrain que l'on voit à l'écran se promener sur le site minier indonésien. Le matin, Kenny se lève tôt en empoignant la carte de visite de Mike Austa. Il s'habille, prend une bague et la montre qu'il a achetée pour Kay. Elle se réveille et lui demande ce qu'il fait. Il lui répond qu'il a un plan et qu'il doit partir. Il vend son or, l'échange contre de l'argent liquide et s'envole pour l'Indonésie. À Jakarta, il appelle Mike dans le hall, qui l'attend en costume marron. Mike arrive et Kenny lui rappelle ses succès passés. Mike dit que l'exploitation minière est faite de succès et d'échecs et admet qu'il pourrait y avoir de l'or. Kenny est enthousiaste. Il évoque sa foi dans l'anneau de feu, qu'il a frappé comme un éclair. Mike dit que personne ne soutiendra Kenny, mais Kenny insiste sur le fait qu'il le fera. Mike prévient qu'il ne sait pas ce qu'il faudra faire. Kenny dit que son père a tout creusé dans le sol et qu'il est mort avec de la terre sous les ongles. Il a l'intention de faire de même. Mike explique que cela fait plus de 5000 ans que l'on cherche de l'or dans cette région et que Diana signifie or en amont. Dans la jungle, il montre à Kenny la dépression d'un arbre. Mike dit qu'ils ont besoin de 7750 $ pour commencer. Kenny promet de les obtenir et lui remet un contrat. Au bar, Kenny et son équipe appellent des investisseurs qui vendent le nom de Mike. Mike, au téléphone depuis Combe City, dit qu'il vérifie l'équipement de Corigne. Kenny fait circuler la nouvelle. Kenny dit alors à Mike qu'ils ont 434 $. Mike hésite, mais Kenny insiste pour lui prêter le reste. L'équipe se réjouit et fait venir une équipe de 6 personnes pour commencer à nettoyer la forêt. L'équipe continue à travailler, même sous la pluie. Kenny reçoit les rapports et devient anxieux. Les travailleurs commencent à partir. Kenny, désormais atteint de paludisme, supplie de ne pas mourir sans rien faire. Mike le réconforte et lui dit de se reposer. Mike s'adresse alors aux anciens membres de l'équipage, leur demandant de revenir, même s'ils sont sans le sou. Dans une maison, il trouve un enfant malade et lui donne de l'eau, montrant ainsi sa détermination à continuer. Mike retourne voir Kenny, qui est couché dans son lit, et lui annonce qu'il va le débrancher. Kenny lui demande quel est son plan et lui dit de ne pas le débrancher. Mike dit qu'ils ont besoin d'eau potable et que s'ils l'obtiennent, ils y reviendront. Kenny lui donne son visa et lui dit qu'il y a 1800 $ pour les utiliser tous. Mike vit que les ouvriers qui avaient reçu l'eau commençaient à travailler. Mike recommence à recevoir des rapports. Lorsqu'il se réveilla, il fut choqué de voir Mike à côté de lui. Mike lui expliqua que le rapport suggérait d'extraire encore 17 noyaux, ce qui n'était pas bon,
mais qu'il faisait aussi allusion à une grève. Kenny, incrédule, repose la question et Mike confirme qu'ils ont une mine d'or. Ils ont fêté l'événement en criant et en s'embrassant. Il y a beaucoup de monde dans le bar. Kenny a fait la fête, expliquant en voix off qu'il n'avait aucun moyen d'expliquer ce qu'il ressentait, décrivant à quel point il était incroyable que la poussière d'or puisse tout changer. Kay et Kenny ont dansé et il l'a surprise en lui offrant les plans d'une grande maison avec les détails de chaque pièce. Pendant son séjour en Indonésie, Mike travaille avec l'équipe et envoie régulièrement des rapports à Kenny. Kenny et son équipe ouvrent le bureau du WO et commencent à recevoir de plus en plus de rapports de Mike. Dans les bureaux du New York Times, un homme nommé Brown Thomas et Hollis, son patron, discutent du succès de Mika Costa et mentionnent leur participation de 50%, prévoyant de consacrer davantage de couverture à l'histoire. Dans le bureau de W. Shaw, Kay, Kenny, Lloyd et Bobby sont en réunion lorsque le téléphone sonne. Il s'agit de Brown Thomas, du New York Mineral and Petroleum Group. Kenny, surpris, lui dit qu'il le rappellera. Après avoir raccroché, Kenny a annoncé avec enthousiasme à son équipe qu'elle était sur le point d'être achetée et tout le monde a fêté l'événement. Plus tard, Mike et Kenny rencontrent l'investisseur new-yorkais. Kenny a expliqué qu'il s'agissait d'un placement privé dont plus de 50% avaient déjà été souscrits et qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un leur vende qu'ils avaient fait les comptes. Brown parle de leurs clients et de la valeur stratégique, mais Kenny insiste sur le fait que WO a un héritage et n'a pas besoin de l'aide de personnes extérieures qui n'ont aucune expérience dans l'extraction de l'or. Plus tard, Glenn, Bobby Owens et Jeff de l'équipe de New York rejoignent Kenny et Mike. Kenny les présente et ils se dirigent vers la rivière. Alors qu'ils cherchent, Kenny crie qu'il a trouvé de l'or et le montre au groupe. Pendant ce temps, à New York, Brown Thomas annonce une offre publique de 27 millions d'actions et la cotation de WO Mining à la bourse de New York. Le premier jour de la cotation à la bourse de New York, WO s'est envolé comme une fusée. De nombreux invités étaient présents à la célébration, dont Rachel Hill, de l'équipe des relations avec les investisseurs de Brown Thomas. Elle a partagé un moment avec Kenny alors qu'il allumait sa cigarette. Kay l'a remarqué, s'est énervé et a quitté la pièce, ce dont Mike a été témoin. Rachel flirte avec Kenny à une table, lui touchant la jambe. Kay s'en aperçoit et quitte la pièce, contrarié. Kenny le suit pour s'expliquer, mais Kay l'accuse de ne pas croire en elle, disant qu'il a besoin d'elle pour rester petit. Lors d'une réunion du conseil d'administration, l'équipe de Mark propose à Kenny une offre de reprise. Kenny part en claquant la porte, disant qu'il a l'impression de vendre son rêve. Brown dit que c'est une bonne affaire, mais Kenny refuse. Kenny est arrivé au bureau en fumant et en saluant tout le monde. Aux informations, on voit des soldats forcer des mineurs indonésiens. Mike l'appelle et lui dit qu'ils sont enfermés dehors. Dans un bar, Kenny voit que les actions de WO ont perdu 50 points. Ivre, il a crié à la télévision. Il a appelé Kay, lui a laissé un message vocal dans lequel il admettait avoir fait une connerie, lui disait qu'il l'aimait et qu'il ne l'appellerait plus jamais. Kay l'a écouté en silence. Le lendemain, Mike a trouvé Kenny endormi à la sortie d'un bar. Ils se sont disputés. À la maison, Mike a dit que les gens traitaient Kenny d'ivrogne. Kenny s'est levé et a dit qu'il était allé chercher de l'or et qu'il avait trouvé un ami. Ils se sont regardés dans les yeux et ont décidé de recommencer. Kenny explique, Danny, le plus jeune fils de Suardo, était considéré comme un échec. S'il pouvait travailler avec lui, Suardo pourrait changer d'avis. Mike et Kenny se sont rapprochés de Danny en raison des relations tendues avec leur père et ont élaboré un nouveau plan. Kenny trouve un accord symbolisé par le fait que Danny touche un tigre sur sa tête. Au bureau de New York, Brown rend visite à un Hollis tendu qui lui révèle que Kenny a passé un accord avec Suardo. WO a gardé 15% de l'or. Les 85% sont allés à une société appartenant au fils de Suardo. Brown semble mal à l'aise, mais Hollis lui assure que tout se passera bien. Le lendemain matin, Kenny reçoit un appel et se précipite au bureau. À l'extérieur, une foule s'est rassemblée. À l'intérieur, il apprend que l'asseyeur indépendant n'a pas pu vérifier les résultats de Mike. Il n'y a pas d'or. Les échantillons ont été salés avec de la poussière d'or. Kenny tente d'appeler Mike, mais ne parvient pas à le joindre. L'équipe révèle qu'Aost s'est débarrassé d'actions par le biais de sociétés écrans offshore pour un montant total de 164 millions de dollars. Kenny est furieux. Le FBI arrive et demande à tout le monde de lever la main. La nouvelle d'énormes pertes financières se répand. Aosta disparaît avec des millions de dollars. Le FBI l'interroge et il demande un avocat.
Jennings explique qu'après avoir quitté Kenny, Mike s'est envolé pour l'Indonésie où il a été détenu et exclu du laboratoire. Les militaires n'ont pas vérifié et Mike a été transféré en prison ou soudoyé avant d'être jeté d'un hélicoptère dans la rivière Quinsana. Son corps a été retrouvé et identifié, mais le rapport a été mis sous scellé. Jennings ajoute que Danny Suharto a vendu des actions et s'est enrichi, mais que 164 millions de dollars manquent toujours à l'appel. Il demande si Kenny est impliqué, mais Kenny nie, rappelant que Mike lui avait promis de ne pas le laisser mourir sans rien, et que peu de temps après, ils ont trouvé l'or. L'entretien se termine. Kenny est libre de partir et remercie Jennings de l'avoir cru. Plus tard, Kenny rend visite à Kay avec des fleurs. Elle est surprise, mais le laisse entrer. Elle lui offre du café et, tout en le préparant, mentionne la tente qu'elle a fabriquée. Elle lui tend ensuite du courrier, dont une lettre de Mike avec leur contrat 50/50 et un chèque de 84 millions de dollars. Kenny sourit, le reconnaissant silencieusement.